Jean-Patrick Manchette, Fatal, lu par Marissa Rachel. Chapitre 1. Les chasseurs étaient 6. C'étaient surtout des hommes de 50 ans ou plus, et puis aussi 2 jeunes, à l'air goguenards. Ils portaient des chemises à carreaux, des gilets de mouton, des surtouts de toile imperméable kaki, des bottes plus ou moins hautes, des casquettes. L'un des 2 jeunes types était efflanqué et l'un des quinquagénaires, un pharmacien à lunettes aux cheveux blancs en brosse, était assez mince. Les autres chasseurs étaient ventrus et sanguins, surtout roucards. On avait des fusils à 2 ou 3 coups, chargés de petits plombs car c'était du gibier à plumes que l'on chassait. On avait 3 chiens, 2 braques et un setter Gordon. Quelque part au nord-est, il devait y avoir d'autres chasseurs car on entendit le départ d'un coup, puis d'un autre, à 1 kilomètre de distance ou 1,5 kilomètre. On arriva au bout de l'étendue de landes humides. Sur une dizaine de mètres, on dépassa des bouleaux jeunes, guère plus hauts qu'un homme debout, puis aussitôt on se trouva au milieu de grands arbres bruissants, bouleaux et peupliers surtout, et de taillis. Le groupe se desserra. Il y avait des flaques d'eau. Vers le nord-est, on entendit encore 4 ou 5 coups de fusil lointains en pétarade molle. Un peu plus tard, on se dispersa délibérément. On chassait depuis 3 heures de temps et l'on n'avait encore rien tué. On était frustrés et de mauvaise humeur. À un moment, Rocard descendit dans une courbe étroite et humide où il y avait beaucoup de feuilles pourries. Il eut un peu de difficulté à descendre parce que sa panse l'entraînait en avant. Il devait freiner des talons et rejeter la tête en arrière. Il avait une tête en forme de poire, pointe en haut, le crâne chauve et rouge sous la casquette bariolée de vert et de marron, genre commando. La peau de son visage était rouge, ses yeux étaient bleus vifs et ses sourcils blancs. Son nez était court et retroussé, avec de larges narines et des poils blancs dedans. Il s'arrêta au fond de la combe pour souffler. Il posa son fusil contre le tronc d'un arbre, à quoi il s'adossa. Machinalement, il tâtonna dans sa poche de poitrine à la recherche d'une cigarette. Puis il se rappela qu'il avait cessé de fumer depuis 3 semaines et il laissa sa main retomber. Il était déçu. Soudain, un coup de fusil éclata à moins de 100 mètres, suivi de l'aboiement bref d'un chien mal dressé. Rocard n'avait pas de chien. Sans décoller du tronc son fort derrière, il tendit le buste en avant et prêta l'oreille, la bouche entr'ouverte, dans la direction d'où était venu le bruit, mais il n'entendit plus rien que le murmure des feuilles, et ensuite, quelqu'un qui arrivait derrière lui dans la combe. Il tourna la tête avec effort et vit la jeune femme immobile au bas de la pente, à 4 pas de distance, mince dans son long ciré brun clair, des patogasses aux pieds, un chapeau de pluie rond sur ses longs cheveux bruns. Elle portait un calibre 16 à la bretelle. « Sapristi, mais c'est Mélanie Horst que je vois là !» s'exclama Rocard en décollant précipitamment ses fesses du tronc et en rentrant le ventre. « Mais quelle bonne surprise! Mais comment se fait-il? Je croyais que vous nous aviez quittés pour toujours, ma chère enfant. » Elle sourit vaguement. Elle pouvait avoir 30 ou 35 ans. Elle avait l'œil marron et le visage délicat. Son sourire vague découvrit très peu ses dents qui étaient petites et régulières. Rocard s'avançait vers elle en l'appelant sa chère enfant et il avait la voix paternelle cependant que ses gros yeux bleus parcouraient sans cesse la silhouette mince de la jeune femme et il s'étonnait hautement de la voir ici. D'abord, elle ne chassait jamais. Ensuite, elle avait fait ses adieux à tout le monde hier après-midi et elle était partie en taxi pour la gare. « Pour une surprise, c'est une surprise. Une bonne surprise !» clama-t-il, et elle prit en main le calibre 16 et le tourna vers lui, et avant même qu'il eût cessé de sourire, elle lui vida les 2 canons dans le buffet. Ensuite, il était étendu sur le dos contre la pente pleine de feuilles pourries.
Il avait des trous plein le torse, et sa veste kaki était remontée sous son menton à cause du choc, et sa chemise à carreaux était à moitié sortie de son pantalon. La tête nue de Roucard était penchée et tournée sur un côté, sa joue reposait dans la boue, ses yeux et sa bouche étaient ouverts, sa casquette était par terre, retournée. De la salive miroitant dans sa bouche, l'homme eut une petite contraction de la paupière et puis mourut. Dans le lointain s'entendit le bruit bénin de 3 coups de feu. La jeune femme s'en alla. Chapitre 2. Il faisait nuit quand elle entra dans la gare et elle avait retourné son ciré réversible qui était brun clair d'un côté et blond de ce côté-ci. Un foulard rouge était noué sur sa tête brune et la monture de ses grosses lunettes était à carreaux noirs et blancs. La bouche de la jeune femme était à présent maquillée d'écarlate. Il n'y avait pas grand monde dans la gare. Une famille arabe avec 3 enfants attendait sur un banc en épluchant des oranges. Des lampistes passèrent avec des burettes aux côtés. La jeune femme alla à la consigne automatique. À un bout de la rangée de casiers, elle ouvrit une porte et tira du logement une petite valise plate et noire et un grand sac en cuir. Puis elle gagna l'autre bout de la rangée et ouvrit un autre casier. Il y avait dedans un porte-documents de plastique vert avec une fermeture à glissière sur 3 côtés. Elle fit coulisser la fermeture d'une 20aine de centimètres et jeta un coup d'œil à l'intérieur du bagage qui était déformé et ventru à cause de l'épaisseur de ce qui se trouvait dedans. Elle redressa la tête et referma le porte-documents. Avec ses 3 bagages, elle alla s'asseoir dans un coin du hall et fuma 2 Celtiques. Au bout de 10 ou 12 minutes, un train de luxe bleu arriva dans la gare. Déjà, la jeune femme s'était dirigée vers le passage souterrain. Au moment où stoppait le train, elle émergea sur le quai. Elle parcourut une 50aine de mètres le long du convoi en examinant les numéros des voitures. Elle trouva son wagon-lit. L'employé l'accueillit sur le quai, prit son billet et le sac et la valise plate. Elle garda le porte-documents gonflé sous son bras gauche et en même temps, elle en tenait le bout avec sa main droite tandis qu'elle montait dans la voiture et allait jusqu'à son compartiment single. L'employé rangea les bagages. Il dit à la jeune femme qu'on serait à Bléville à 8 heures demain matin et demanda quand elle souhaitait être réveillée. À 7 heures, dit-elle. Elle demanda en souriant à l'homme s'il n'était pas possible d'aller contre la règle et d'apporter dans le compartiment un repas dont elle lui détailla la composition. L'employé commença par dire non, puis ne put résister au charme de son sourire et au billet de 50 francs qu'elle lui tendit plié une fois entre 2 doigts. Elle ne quittait presque jamais des yeux le porte-documents qu'elle avait déposé sur la couchette prête. Quand l'employé revint avec la commande, un grand moment plus tard, seule la lampe de lecture était allumée et la jeune femme était presque nue. Elle avait sur la tête une serviette en turban, nouée bas sur le front, et sur le corps elle portait une autre serviette, assez grande, qui passait sous ses aisselles en laissant découverts ses épaules et ses bras, et descendait jusqu'à ses chevilles comme un pagne d'africaine. L'employé posa la nourriture sur la petite table, puis il déboucha une des bouteilles de champagne et déposa les seaux argentés sur le sol en disant que le mieux était de l'appeler pour déboucher l'autre quand le besoin s'en ferait sentir. Enfin, il se retira vivement après que la jeune femme eut payé son repas avec des billets qu'elle tira d'un porte-billets en box calf noir. Le train roulait à nouveau, depuis à peu près 15 minutes, approchant souvent la vitesse de 180 km/h. Après le départ de l'employé, la jeune femme ralluma toutes les lumières du compartiment. Elle ôta la serviette de sa tête et ses cheveux apparurent, trompés et bigarrés de jaune et de noir. La petite serviette était toute souillée de teinture noire. Au lavabo, la jeune femme acheva d'ôter la teinture noire de ses cheveux. Du grand sac de voyage, elle tira un petit séchoir. Auparavant, elle avait posé sur le sol un appareil américain à pile, sur lequel étaient enfilés 20 bigoudis chauffants américains. Elle brancha le séchoir sur la prise du lavabo et sécha ses cheveux. À cause d'une transformation chimique réversible, l'axe rouge des bigoudis chauffants devint noir, signalant qu'ils avaient atteint une bonne température d'usage. La jeune femme blonde se débarrassa de la grande serviette qui gênait ses mouvements. Elle mit les 20 bigoudis dans ses cheveux,
Elle écarta légèrement le bord du rideau baissé. Elle vit vaguement défiler la nuit et des masses noires dans la nuit qui étaient des boqueteaux ou des bâtiments. Ici et là se voyaient des lumières distantes. Parfois, une croisée illuminée traversait vite l'espace proche. Elle lâcha le rideau et vint s'asseoir à la petite table. Tendant le bras, elle saisit le porte-document. Elle le posa sur ses genoux et l'ouvrit complètement. Elle compta avec soin les billets de 500 francs et de 100 francs qui se trouvaient là. Parfois, elle en faisait tomber un et elle se penchait en avant et les bouts de sa poitrine frottaient contre l'argent sur ses genoux, tandis qu'elle ramassait le billet tombé. En tout, il y avait dans le porte-document une somme de 25 000 ou 30 000 francs. La jeune femme rangea les billets et referma le porte-document sur eux. Elle le posa par terre contre la cloison. Ensuite, elle ôta le couvercle du chauffe-plat et la choucroute apparut. La jeune femme se mit à se gaver de choux hachés, de saucisses, de lard. Elle mâchait à grands coups, vite et avec bruit. Du jus coula à ses commissures. Quelquefois, un peu de choucroute s'échappait de sa fourchette ou de sa bouche et tombait ou bien restait accroché à sa lèvre inférieure ou son menton. Les dents de la jeune femme étaient apparentes pendant la mastication car ses lèvres se retroussaient. Elle but du champagne. Elle eut très vite fini la première bouteille. Quand elle déboucha l'autre, elle se piqua le gras du pouce avec le fil métallique et un tout petit peu de sang écarlate perla. Elle gloussa, car déjà elle était saoule, et elle suça son pouce et avala le sang. Elle continua de manger et de boire, et elle était de plus en plus hors d'elle. Elle se pencha sans cesser de mastiquer, et elle ouvrit le porte-document et prit des poignées de billets, et les frotta contre son estomac humide de sueur et contre sa poitrine, ses aisselles et son entrecuisse, et derrière les genoux. Des larmes ruisselaient sur ses joues en même temps qu'elle riait silencieusement, et elle ne cessait pas de mastiquer. Elle pencha le cou pour humer la choucroute tiède et frotta les billets contre ses lèvres et ses dents, et leva son verre de champagne et trempa le bout de son nez dans le champagne. Et, dans le compartiment de luxe du train de luxe, elle avait dans les narines à la fois l'odeur luxueuse du champagne et le parfum sale des billets sales et l'odeur sale de la choucroute qui sentait comme de la pisse ou du foutre. En arrivant à Bléville à 8 heures, elle avait toutefois recouvré toute son habituelle maîtrise de soi. Chapitre 3. Quand elle descendit du train à Bléville, la jeune femme était blonde et frisée comme un mouton. Elle portait de hautes bottes de cuir fauve à très hauts talons, une jupe de tweed brun, un chemisier de soie beige et un 3/4 droit en peau fauve. Elle avait à la main droite 2 bagues anciennes, avec des pierres sans grande valeur marchande et des montures d'argent terni, et à la main gauche une alliance en or blanc, et au poignet gauche une petite montre Cartier carrée à bracelet de cuir. Elle appela un porteur et lui donna son grand sac de voyage et sa petite valise plate. Elle n'avait plus le porte-document vert. Elle avait un sac de ville en large bande de cuir beige et brun foncé entrelacé. En traversant le hall de la gare, elle regarda du côté de la consigne automatique qui était assez vaste. Devant la gare, la jeune femme donna 2 francs au porteur et monta dans un taxi 403 Peugeot. Elle se fit conduire à la résidence des goélands. En chemin, elle frissonna et remonta sa vitre parce que le vent de mer était froid et humide. Pour son séjour à Bléville, elle s'était choisi le nom d'Aimé Joubert, et c'est ainsi que je l'appellerai désormais. À la résidence des goélands, on avait pris bonne note de la réservation d'Aimé Joubert. La jeune fille de la réception, presque une fillette encore, à l'âge ingrat, avec de l'acné et des yeux pensifs et méchants, vérifia dans un registre, puis donna à Aimé ses clés et lui indiqua l'étage et le numéro du studio. « Il y a 2 clés, voyez-vous » dit-elle en les montrant à Aimé. « Celle-ci, c'est celle de la porte d'entrée. C'est fermé à clé à partir de 10 heures du soir. Nous demandons à nos locataires d'éviter autant que possible tout bruit après 10 heures. Hors saison, c'est-à-dire nous avons surtout des personnes âgées qui aiment le calme. » « C'est très bien, oui, » dit Aimé. « J'aime le calme, moi aussi. » La jeune fille ne l'accompagna pas. Aimé porta ses bagages jusqu'au bout du hall,
prit l'ascenseur et trouva son studio au 3e étage. C'était une assez belle pièce d'une 20aine de mètres carrés, augmentée d'un large balcon et d'un renforcement aménagé en cuisinette. Une sorte de cloison coulissante en accordéon séparait la cuisinette du studio proprement dit. Il y avait encore une salle de bain étroite avec une longue baignoire et des parois recouvertes de carreaux verts épinards en terre cuite. Dans le studio, il y avait un lit 2 places recouvert d'un couvre-lit écossais à dominante rouge vif, une tablette de chevet avec un téléphone, une armoire penderie en teck, 2 fauteuils recouverts de velours bleu, un bureau en teck avec 6 gros tiroirs à poignées de cuivre et une chaise en teck. Les murs étaient blancs, la moquette gris anthracite. Au milieu des murs étaient accrochées 3 gravures anglaises représentant des vaisseaux de ligne britanniques du XVIIIe siècle. Un petit téléviseur Ducre T. Thomson était posé par terre au coin de la gronde baie vitrée qui faisait tout un côté de la pièce. Sur le balcon large, il y avait encore 2 fauteuils de jardin et une table ronde de jardin en fer peint en blanc. Du balcon, on avait vu sur la promenade qui était une vaste esplanade de gazon jauni traversée d'une route rosâtre et sur la mer houleuse et gris-vert. Dans l'ensemble, ça pouvait aller. Amy défit ses bagages, rangea ses vêtements et ses autres affaires, y compris la machine à faire des clés et le mécanisme pour se muscler les mains et les extenseurs. Tout tenait facilement dans l'armoire penderie. La jeune femme fit couler un bain. Pendant que l'eau coulait, elle alluma la télévision, mais il n'y avait pas d'émission. Elle éteignit le récepteur, prit un guide intitulé « Bléville et sa région » et un bonnet genre Charlotte en plastique translucide décoré de fleurettes. Elle mit le bonnet sur ses cheveux et s'installa dans la baignoire avec le livre. Elle ouvrit le volume au hasard et lut le texte suivant. Une baleine, ce qui, en cette période millénariste, passa pour un présage de fin du monde. Aimée remuait un peu les lèvres en lisant. Elle sauta plusieurs lignes de texte. D'ailleurs, elle connaissait déjà le livre depuis quelque temps. Mais c'est avec l'essor de la navigation au long cours que la richesse de la cité s'établira pour de bon. Des Blévillois s'illustrent alors contre les Anglais, puis les Portugais et touchent aux rives du Canada et de l'Insulinde. Sous Louis XIV, commerce et guerre de course sont les 2 mamelles de la prospérité blévilloise. Après le déclin de l'activité portuaire au XIXe siècle, il faudra attendre les années 1960 pour que la ville connaisse un nouveau boom. Alors des industries chimiques et alimentaires s'installent dans la vallée et les faubourgs ouvriers connaissent un développement rapide. Aujourd'hui, Bléville peut dire avec fierté, Aimée interrompit ici sa lecture. La page était illustrée d'une gravure représentant la jetée et le phare que l'on pouvait apercevoir du balcon du studio, en se tournant vers la droite. En sortant du bain, la jeune femme lava dans le lavabo, au savon de toilette, son collant, son slip et son soutien-gorge, qu'elle mit ensuite à sécher sur le porte-serviette chromé. Elle remit les vêtements qu'elle portait en arrivant, sauf qu'elle enfila un chandail marron à col rond par-dessus le chemisier de soie. Elle quitta le studio, mit ses clés dans son sac et descendit. Les rues de Bléville portaient des noms comme Surcouf, Jean-Bart, Duguay-Trouin ou bien comme Turgot, Adolphe Thiers, Lyoté, Charles de Gaulle. Aimée les parcourut un moment à pied, consultant parfois son guide, vérifiant qu'elle connaissait déjà parfaitement la topographie de la cité. La jeune femme d'ailleurs s'intéressait presque exclusivement à la vieille ville qu'habite la bourgeoisie, sur la rive gauche, à l'écart du port, de ses ruelles et de ses troquets à moules, à frites, à putes, à matelots. Sur les arrières du quartier riche se sont tracées des voies quasi express et des pelouses vertes, et érigés des bâtiments administratifs neufs décorés de fresques abstraites. Sur la rive droite, des maisons parallélépipédiques et crépies en crème, couvertes en tuiles, escaladent la pente en grand nombre, ponctuées de supermarchés, radars au carrefour ou mammouths, hérissés d'antennes de télévision. En poussant à l'est, vers l'arrière-pays, on rencontre des raffineries, puis un complexe qui fabrique simultanément des conserves de poissons, des bouillies pour bébés et des aliments pour bétail, dans des bâtiments mitoyens, mais sous 3 raisons sociales différentes afin de ne pas effarer les clients. Aimée ne poussa pas à l'est. En vérité, sur la rive droite, elle ne fit que quelques pas,
passer les ponts mobiles au plancher bitumé qui sépare le port de l'arrière-port. Les pauvres, les travailleurs ni leur quartier n'intéressent Aimée. Ce sont les riches qui l'intéressent, et elle allait seulement où il y a l'argent. Elle fit demi-tour et repassa les ponts. Dans une maison de la presse, elle acheta tous les journaux français qui font un sort aux faits divers, ainsi que 2 feuilles locales, la Dépêche de Bléville et les informations blévilloises. Elle feuilleta les journaux parisiens et ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Elle feuilleta les 2 feuilles locales. L'une défendait une idéologie capitaliste de gauche et l'autre une idéologie capitaliste de gauche. Dans l'un et l'autre organe, on parlait des mouvements des navires, des fêtes paroissiales, des tournois de boules, des menus accidents d'automobiles ou de cyclomoteurs, des ventes de bétail et des cours des grains. Dans la Dépêche, un certain docteur Claude Sinistra s'insurgeait dans une tribune libre contre la pollution de la vallée par les entreprises L&L. On annonçait pour la fin de l'après-midi l'inauguration d'une halle aux poissons neuves. Debout devant la maison de la presse, Aimée releva le nom de plusieurs notables locaux et les apprit par cœur. Puis elle jeta les feuilles locales et les journaux parisiens dans une corbeille à papier vert cru sur laquelle on lisait « Gardez votre ville propre ». La jeune femme se dirigea ensuite vers le sud-est de la vieille ville. En chemin, elle fit l'achat d'une bicyclette de randonnée Raleigh, lourde, coûteuse et fiable pour les trajets qu'elle aurait à faire. Montée sur sa machine, elle gagna, à la limite de la vieille ville, l'étude de notaire où elle s'était annoncée un mois à l'avance sous le nom qu'elle portait à présent. Maître Lindquist était grand et maigre, avec de grandes mains sèches et de grandes oreilles, et des yeux bleu clair dans une longue tête dégarnie couleur de roast-beef saignant. Il portait un complet 3 pièces noires et une chemise de coton blond, avec une cravate vert cru ornée d'un minuscule écusson rouge et or. « Je suis tout à fait navré, » affirma-t-il lorsqu'Aimée eut trouvé l'occasion d'expliquer que son mari était décédé. « Je suis veuf moi aussi. Je comprends ce que vous ressentez. » Il écarta les mains et hocha sa tête inclinée. « Et vous songez à vous installer à Bléville, au calme, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas tout à fait possible. » Il fit un demi-sourire. « Moi non plus, » dit Aimée. Lindquist la regarda d'un air hagard, hésita, sourit et tout sauta. Puis, vous n'avez pas d'enfant. Le problème du lycée ou de l'école ne se pose donc pas. Nous pouvons certainement vous trouver des propriétés dans le voisinage, en bord de mer, ou bien il y a des villages charmants alentour, vous savez, ou bien en ville. Tout dépend de ce que vous envisagez de dépenser. » « Aucune importance, » dit Aimée. « C'est au moins un souci que je n'ai pas, pourvu que ce soit bien. »« Oui, oui. » Le notaire se réchauffa visiblement. « Et que ce soit le juste prix. »« Assurément, assurément. » fit l'homme en branlant du chef, et se réchauffant davantage encore, car il aimait qu'on considère avec sérieux l'argent. Aimée dit aussi qu'elle voulait au moins 4 pièces et du terrain pour être au calme, mais qu'elle ne voulait pas être isolée. Elle était restée seule depuis la mort de son pauvre mari. Il fallait que cela cesse. « Assurément, assurément. » clama encore le notaire enthousiaste. « Peut-être est-ce triste, » dit Aimée. « mais c'est humain. Je ressens à présent le besoin de me mêler à nouveau à la vie, renouer avec mes semblables, me faire des amis. »« Chère Madame Joubert !» s'exclama Lindquist. « Des amis, je ne doute pas que vous vous en fassiez. » L'œil du notaire se détourna du genou qu'Aimée découvrait. « Il y a de l'animation ici, » déclara l'homme. « Il y a... » Il hésita. « Il y a les foires, le casino, il y a... Enfin, c'est animé. » Un instant, il parut fatigué. Soudain, ses traits se retendirent. « Aujourd'hui même, nous inaugurons la nouvelle halle aux poissons. » cria le notaire. « Formidable, » dit Aimée. « Est-ce que vous m'en voudrez si je fume dans votre bureau ?»« Pas du tout. Attendez, tenez, voulez-vous ?»« Merci, je ne fume que des blondes. » affirma Aimée en tirant un paquet de son sac et en plaçant une cigarette Dunhill entre ses lèvres. Et le notaire pensait quelle charmante petite personne, si fragile, si féminine, et il se leva et se pencha par-dessus le bureau, poussant un petit grognement aigu, inattendu et involontaire quand ses muscles s'étirèrent, et il alluma la cigarette d'Aimée avec un briquet de table en argent qui avait la forme d'une urne antique. « Je ne devrais pas, c'est un vice, » observa Aimée. « Mais vous savez ce qu'on dit ?
Ce qui nous retient de nous abandonner à un vice, c'est que nous en avons plusieurs. Ah bon ? Ah bon ? On dit ça ? Bon, c'est tout à fait amusant. C'est très très juste. S'écria Lindquist en souriant d'un air égaré. Pour finir, après qu'ils eurent considéré les dossiers de plusieurs propriétés à vendre dans le voisinage, et qu'ils furent convenus d'en visiter une dès le lendemain, le notaire conseilla chaleureusement à Aimée d'assister tout à l'heure à l'inauguration de la nouvelle halle aux poissons. Il y aurait un cocktail ensuite. Lindquist ferait rencontrer à Aimée l'élite de Bléville. « Maître, dit Aimée en souriant, il me semble que je suis très bien tombée avec vous. » C'était la lecture des 4 premiers chapitres de Fatal de Jean-Patrick Manchette, lu par Marissa Rachel.